L'agence des films soviétiques présente La bataille d'Orel. Réalisé par R. Gikov, L. Stepanova. Musique de Smirnova. Conseiller militaire, Major général S. Platonov. Filmé sur le champ de bataille par les opérateurs de la 21e Armée Rouge. Des films d'actualité allemands saisis sont également utilisés. Production, Studio Central des Actualités, Moscou 1943. Version anglaise préparée par l'Agence des films soviétiques. Commentaire de A.J. Cummings, narration de John Dacre. Voici les chars Tigres si réputés. Les superbes canons russes à la remarquable précision sont la réponse aux Ferdinand et aux Tigres. Alors que le grand assaut s'achevait par une défaite, l'ennemi, ayant subi de lourdes pertes en hommes et en matériel, ne détenait plus qu'une petite portion de territoire large de 9 km près d'Orel et une autre de 15 à 35 km près de Bilgorod. Ainsi, l'offensive estivale allemande fut déjouée par une tactique et une détermination supérieures. Ce prisonnier hébété peut bien enfouir sa tête entre ses mains, car les seuls soldats allemands à avoir approché la ville promise de Koursk sont ceux qui traînent là, épuisés et désespérés, comme prisonniers de guerre. Sortie victorieuse de l'opération défensive de la dernière chance, l'armée rouge doit maintenant vaincre la puissance militaire de l'Allemagne hitlérienne. La contre-attaque décisive allait bientôt suivre. Convaincu que l'armée rouge pourrait contenir la tentative ennemie de venir à bout du saillant de Koursk, et regardant bien au-delà de cette phase transitoire, le maréchal Staline, brillant stratège et chef suprême de la nation, avait déjà prévu l'énorme opération militaire qui allait suivre la défaite allemande. Chars en grand nombre, infanterie motorisée, troupes de choc fraîches et énormes quantités de matériel furent rassemblés sur les secteurs du front de Briansk, attendant le signal pour frapper. Conformément aux ordres du commandement suprême de l'armée rouge, les troupes soviétiques stationnées au nord, à l'est et au sud d'Orel devaient liquider le tremplin allemand d'Orel en y lançant une offensive depuis ses 3 directions convergentes. Tels étaient les ordres à la veille de la bataille. La tâche de l'armée rouge était rude. Un véritable défi à toutes les vertus militaires, car les défenses d'Orel étaient parmi les plus impressionnantes jamais construites par les Allemands sur le front Est ou ailleurs. En 2 ans, ils avaient fait d'Orel une forteresse. La première ceinture défensive était constituée de 5 rangées de tranchées et de points fortifiés rehaussés de tonnes de fils barbelés. La deuxième comptait 3 rangées de tranchées reliant les villages fortifiés. Derrière se trouvait une 3e ceinture, et plus à l'arrière encore, une zone de défense en profondeur qui s'appuyait sur le moindre relief, ravine ou rive. Bref, Orel était une citadelle que les nazis comptaient bien tenir. L'heure zéro fut fixée au 12 juillet. La courte nuit d'été avant la bataille fut calme et étoilée. Dans les tranchées, les hommes de l'infanterie, toujours en alerte, flânaient. Pas le moindre signe de nervosité. Leur confiance en leurs officiers et leur commandement avait été maintes fois mise à l'épreuve et justifiée. Ils suivaient les ordres, ne se lançaient pas aveuglément dans la bataille. Chaque homme était conscient de la tâche qui l'attendait et du rôle qu'il aurait à jouer. Une fusée s'élève, signal pour l'artillerie d'entamer son pilonnage dévastateur.
Les Katyusha tirent aussi, et les batteries illuminent la nuit. Dès que les artilleurs russes ont fait taire les tirs de l'ennemi et envoyé ses troupes se mettre à l'abri, l'infanterie, dans le vacarme des innombrables explosions, avance sur tout le front, suivant de près le barrage d'artillerie. L'attaque commença en force, traversant des villages en flammes, des campagnes éventrées, des terres qui tremblent du bruit de la bataille, sous une lourde grêle pratiquement incessante de bombes et d'obus. Les frappes des forces terrestres étaient appuyées et amplifiées par les exploits audacieux de l'armée de l'air soviétique, qui incendia les trains, rendit les terrains d'aviation inutilisables et attaqua à basse altitude les concentrations ennemies partout où elles se trouvaient. En observant une petite zone apparemment chaotique du champ de bataille, il est difficile de discerner l'ordre sous-jacent et de voir combien chaque secteur et unité reste en liaison étroite avec l'état-major avancé. Fort de sa longue expérience, le commandement suprême avait été en mesure de parfaire un admirable système de communication et son maintien était essentiel au succès de toute opération majeure. Le colonel général Popov, commandant du front de Briansk, fut bien servi par le personnel de son état-major et sa chaîne de communication, le reliant avec les avant-postes de combat. Et au moment où cette photo fut prise, il pouvait déjà déclarer que l'offensive progressait favorablement sur tous les secteurs du front seulement 24 heures après son lancement. Franchir la rivière, qui risquait d'être l'obstacle le plus coûteux de l'attaque principale, fut rendu possible grâce à la protection des tirs d'artillerie concentrés sous lesquels l'infanterie put traverser sans encombre.
Sur la rive opposée, les impassibles sapeurs du génie, des hommes infatigables au travail, sans le dévouement desquels peu de batailles modernes pourraient être remportées selon les plans. Ces hommes courageux dégageaient un vaste champ de mines afin de préparer le passage des chars russes. Les soldats russes disent que l'armée allemande se défend plus aujourd'hui avec des mines qu'avec des obus. Et lors de la bataille d'Orel, il y avait effectivement une profusion de mines. De l'autre côté de la rivière, d'importantes formations de chars se joignirent à l'attaque, lui donnant une impulsion nouvelle. Et grâce à des tactiques inspirées, elles prirent en tenaille les centres de résistance ennemis. Pendant tout ce temps, de spectaculaires et impressionnantes batailles aériennes avaient lieu, et l'armée de l'air soviétique prouvait son incontestable supériorité, chassant la Luftwaffe hors du ciel et maintenant intact son large parapluie de protection. Pour chaque chasseur soviétique perdu, les pilotes de l'armée de l'air rouge abattaient 2 ou 3 avions nazis. Et même si les Allemands s'accrochaient à chacune de leurs positions défensives, ils en étaient peu à peu délogés. Et après avoir éventré la ceinture défensive avancée, l'infanterie russe pénétra au cœur même du système fortifié.
Dans chaque village, la moindre maison dut être prise par un assaut direct. Un mitrailleur allemand. Réduit à jamais au silence. À mesure que les troupes avançaient, elles libéraient les quelques habitants survivants et les réinstallaient dans ce qui restait de leur maison. Sous un soleil éclatant, les femmes revinrent avec leurs enfants. Les survivants n'étaient pas joyeux. Ils venaient d'endurer 2 ans de souffrance sous le joug de l'envahisseur. Mais jamais ils ne perdirent la foi, ni l'espoir. Ils croyaient que s'ils parvenaient à tenir, la délivrance arriverait. C'est leur foi en l'avenir qui les garda en vie, malgré ces expériences indescriptibles de souffrance et d'horreur. Ils avaient vécu ou survécu à 2 années terribles dans des ruines branlantes, exposés au vent glacial de l'hiver russe ou enfouis dans des trous misérables à même le sol. Dans les petits villages, l'armée rouge fut accueillie avec enthousiasme. C'étaient des scènes émouvantes et familières, dont les soldats de l'armée rouge ne se lassaient jamais. Ceux qui quittent leur lieu de résidence sans permis seront exécutés. Voilà un exemple caractéristique des affiches allemandes. Beaucoup de familles de paysans furent contraintes de rejoindre les forêts pour éviter la mort ou la torture. Et ils y restèrent jusqu'au jour faste où les soldats de leur patrie leur rendirent la liberté. Mzensk fut libérée. Mzensk, la ville que le grand écrivain russe Tourgueniev avait décrite de façon si poétique. Mais Mzensk est en ruine. Ses rues n'existent plus, ses maisons ne sont plus que des squelettes dénudés. Bolkov fut libéré. Autre ville russe dont les maisons furent brûlées et les églises réduites à néant. Un soldat de l'armée rouge hisse le drapeau de la liberté, alors qu'un vieil habitant de la ville relate les horreurs commises dans sa ville natale par l'ordre nouveau nazi. Puis il montre la prison, où derrière les barbelés, tant de ses compatriotes ont été emprisonnés et torturés par des agents de la Gestapo. Le centre des opérations se déplaça au-delà de Bolkov, vers le sud, sur Orel même. Les défenses ennemies, rehaussées de fossés anti-chars, s'avérèrent être encore plus denses et plus sophistiquées.
corps d'armée russe s'étaient unis pour garantir le succès total de la percée. Dans leur progression, ils maîtrisèrent et détruisirent une grande variété d'obstacles et d'armes habilement disposées, y compris ce tout nouvel abri blindé que les nazis avaient fièrement baptisé l'imprenable homard. Ce homard fut pourtant englouti par le raz-de-marée russe. À chaque étape de la retraite ennemie, l'armée rouge passa devant de nombreux cimetières allemands bien peuplés, conséquence des précédentes batailles. La route vers Orel était jonchée de corps de soldats allemands, tant sur le sol que sous terre. Et des prisonniers allemands se dirigeaient vers l'est par centaines, pour remplir les prisons russes à l'arrière. Le colonel général Sokolovski et le lieutenant général Bulganin admiraient cette scène, preuve indéniable du soutien que leurs troupes du front ouest avaient apporté au flanc droit russe sur le front de Briansk. En l'absence de route, la rapide cavalerie était entrée en action, défiant la pluie et la boue. Et débordé, l'ennemi fut pris par l'arrière. Les chars pourchassaient les forces allemandes qui tentaient d'éviter le piège de la cavalerie. Le brillant général Rokossovski, commandant l'armée dans le front central, recevait les rapports réjouissants des progrès des troupes vers Orel, après que celle-ci avait rétabli la situation qui avait précédé l'offensive allemande. Au même moment, les rapports des commandants sur le flanc gauche de la poche de Koursk apprenaient que les troupes avaient non seulement ressaisi toutes les positions aux mains des Allemands, mais qu'elles approchaient rapidement de Bielgorod, la ville fortifiée à la pointe sud de la poche.
Sur le flanc gauche, les soldats de l'armée rouge avançaient implacablement sous les ordres du général Vatutin, commandant des troupes du front de Voronezh, et du colonel général Koniev, aux commandes des troupes du front de la steppe. Le 4 août, un mois après l'offensive allemande avortée, les troupes de l'armée rouge étaient aux portes de la ville d'Orel en flammes. Le jour suivant, ces hommes entrèrent triomphalement dans la ville, criant « Orel est à nous ». À l'entrée, ils furent accueillis par les cris d'allégresse et de reconnaissance provenant des fenêtres d'une prison de la Gestapo, poussés par des citoyens soviétiques qui avaient entendu le vacarme des canons et compté les heures puis les minutes jusqu'à l'apparition de leur libérateur. En quelques minutes, les prisonniers libérés sortaient de la prison en clopinant. Condamnés à mort, ils étaient subitement ramenés à la vie, le ciel bleu de leur patrie culminant au-dessus de leur tête. Ils tombèrent dans les bras les uns des autres, entre rires et sanglots. Aucun mot ne pouvait exprimer leurs sentiments. Pour eux, c'était un jour grand et béni. Le règne des envahisseurs allemands touchait à sa fin, et le dernier symbole de l'autorité exécrée tomba lorsqu'un homme de l'armée rouge détruisit la pancarte et le drapeau allemand de l'état-major du commandant allemand poussé à fuir. Les soldats ennemis avaient sauvagement pillé la ville. Ces pillards des temps modernes l'avaient dépouillée de tout ce qu'elle possédait, jusqu'au dernier clou. Et ils avaient traité ses habitants comme des bêtes ou comme des lépreux, les parquant dans une zone étroite et retirés de la ville, livrés à eux-mêmes pour survivre. Il leur était interdit, au péril de leur vie, d'habiter dans les zones occupées par l'armée d'invasion. Ce bâtiment était un cinéma. Avant de se retirer d'Orel, les pompiers et les sapeurs allemands, conformément aux ordres de leur haut commandement, incendièrent et firent exploser autant de bâtiments qu'ils le purent dans le temps qu'il leur restait. L'armée rouge ne put ainsi remettre aux autorités civiles que les ruines d'une ville tant aimée. Mais cela restait leur ville, et les citoyens savaient qu'Orel renaîtrait de ses cendres. Imaginez un carrefour. Si l'ennemi se déplace latéralement, on lance latéralement, en anticipant sur son avance. S'il va en arrière, on lance derrière lui. Si l'ennemi vous prend d'assaut, on lance court. Il faut toujours lancer des grenades à main en avant de l'ennemi, car il court dans la direction de l'explosion. Si l'ennemi lance quelque chose de ce type en vous lobant, voilà la marche à suivre. S'allonger à plat sur le sol, casque faisant face à la grenade.
Ou alors s'abriter derrière la protection la plus proche. Si vous êtes dans une tranchée, dirigez-vous vers le tournant le plus proche ou sortez de la tranchée. Après les exercices individuels du manuel, effectuez les exercices avec un partenaire. Seul le combat réveille l'ambition et la combativité. Non! Regardez ici. Si vous restez couché là, vous aurez les reins criblés de shrapnel. Ici, par contre, la grenade explosera au-dessus de vous. Compris? Oui, monsieur. Bien. Si elle tombe dans un cratère, sortez vous protéger à l'extérieur. Ou renvoyez la grenade en trajectoire basse vers l'ennemi. Pas question de pratiquer le duel à la grenade avant de maîtriser parfaitement la technique du lancer. Des instructeurs supervisent les mouvements et actions des hommes. Au dernier stade de la formation, les hommes lancent de vraies grenades. Voici un exemple de la manière dont se déroule un entraînement dans des conditions de bataille. Viens ici. On en lance une. Toi à droite, moi à gauche. Tir rapide. Premier homme, commencez, marchez. Le tir rapide au pistolet est efficace de 25 à 10 mètres. Déchargez le pistolet, désarmé, verrouillé. Au suivant. Feltz, n'appuyez pas trop vite sur la gâchette ou vous raterez la cible. Rassemblez-vous tous. Si vous n'avez pas le temps de viser, le coup d'essai doit être utilisé sur la distance la plus courte. Et pour ce coup d'essai, placez votre doigt sur la détente, le majeur sur la gâchette et l'index le long du canon. L'index stabilise le canon en direction de la cible. Il y a plusieurs façons de viser. Posez le pistolet comme ça, ou tenez-le. Le poignet droit est maintenu fermement par la main gauche. Pour viser, tenez-vous debout en vous servant du bras gauche comme support, ou comme ça. Des cibles surgissant par surprise contribuent à développer des réflexes toujours plus rapides. Arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Arrêtez de tirer. Déchargez, désarmez. Barillet vide. Déchargez, désarmez. Voici le lieutenant, monsieur. Regroupez-vous en avant, marche. En pratique, on ne peut pas faire ce que Brauer vient de nous montrer. Il est insensé de vider tout un chargeur en espérant qu'un coup va faire mouche. Il faut viser avec une arme automatique comme avec un fusil. Chaque série de tirs doit faire mouche. Ménager les munitions est vital pour la survie au front. Et c'est aussi le cas ici pendant l'entraînement. Un pistolet mitrailleur. Pour tirer à moyenne distance avec un pistolet mitrailleur, il faut viser de l'épaule. Jambe gauche en avant, bien plantée, et les deux genoux bien droits. Déplacez le pistolet mitrailleur depuis l'avant vers l'épaule. Visez et laissez partir la rafale, 3 à 6 coups. Pour contrer un ennemi qui surgit des bois, lors de combats ouverts ou de combats de tranchées, de même que de nuit, on tire de 30 mètres et moins, et à hauteur de hanche.
Gardez la main gauche sur le chargeur, la droite sur la poignée. Appuyez le support de l'épaule fermement contre le corps, l'index sur la gâchette. Et comme on vise, Stamm? On vise avec le canon et on rectifie la direction après la première rafale. C'est ça. Ainsi, on peut tirer sans discontinuer pendant l'assaut. Pourtant, si la situation le permet, il vaut mieux retenir ses coups. Cela rend les tirs plus précis, comme avec une mitrailleuse ou un fusil. Avec le pistolet mitrailleur 44, le soldat d'infanterie allemand a en main l'arme de combat rapprochée la meilleure et la plus redoutable. Elle est utilisée en combat de la même façon que le pistolet mitrailleur 40. Avant l'assaut, le tireur charge son fusil sous couvert. Il porte un deuxième chargeur à la ceinture. Décrochez la bandoulière des deux côtés. La poignée est placée dans la bandoulière. Les tireurs de petite taille enroulent la bandoulière autour de la poignée pour la raccourcir. Armez la mitrailleuse. Main droite sur la poignée, main gauche sur le bipied. Repliez le bipied et tirez fermement vers le corps. Maintenant, la mitrailleuse est bien en main. Arrêtez, Feltz. Vous devez tirer fermement la mitrailleuse vers la gauche par le bipied. Sinon, lors de tirs puissants, vous perdrez le contrôle de l'arme. Le rechargement se fait sous couvert. Le canon en l'air, prenez position. Placez d'abord le genou droit, puis le bipied. Gardez la bandoulière autour du cou pour plus tard. Lors de combats rapprochés, le feu de mitrailleuse doit être ouvert sur la distance la plus courte. Avec la mitrailleuse LE, il faut rester immobile le temps du tir à cause du recul violent. Enrayage réparé. Bien. Mais que faut-il faire si elle s'enraye pendant l'assaut? Suivre le groupe d'attaque sans tirer. Correct. Et quand répare-t-on la machine, Feltz? Une fois l'assaut terminé, sous couvert. Même si vous n'êtes pas mitrailleur, chaque individu doit maîtriser la mitrailleuse aussi bien que son fusil. C'est l'arme du groupe et elle doit toujours être prête pour l'action, même si le mitrailleur n'est plus là. Un tir est plus rapide qu'aucune baïonnette. L'accent de notre entraînement est donc mis sur l'utilisation des armes à feu et des grenades. Cependant, il se peut que vous vous retrouviez sans munitions et que vous ayez à vous défendre.
C'est pourquoi on s'entraîne aux parades défensives et aux attaques. Défense et attaque doivent s'enchaîner à une vitesse fulgurante. Pour éviter des blessures, les armes réelles sont remplacées par des armes improvisées. Parades défensives et attaques doivent être pratiquées selon le manuel. Stop! Haschenmacher, 2 fusils. Nouvel exercice. Faites baisser l'arme de l'adversaire. Frappez l'artère gauche du cou de l'ennemi de votre crosse. Maintenant, si par exemple le fusil a été touché par une rafale et on ne peut plus l'utiliser comme arme de frappe, comment pouvez-vous encore vous défendre? Avec la pelle, chef. Correct. Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé lors de combats rapprochés? Oui, chef. Alors, racontez-nous. Assis. J'étais 2e mitrailleur. C'est-à-dire que je n'avais pas d'arme. Je courais derrière le mitrailleur. Quand soudain, un bolchevique a surgi devant moi. Je l'ai frappé avec une caisse de munitions, puis je me suis protégé et je l'ai abattu. J'ai alors sauté dans son trou. J'ai voulu en tuer un autre. Tout d'un coup, il y en a eu un 3e. Là, une balle a touché son pistolet mitrailleur. Le type s'est enfui. Je l'ai suivi. J'ai tenté de lui tirer dessus, mais la machine était enrayée. Puis il a saisi un fusil et a essayé de me transpercer à la baïonnette. J'ai riposté et lui ai asséné un coup de pelle dans le cou. Comme vous pouvez le voir, en combat rapproché, l'important est de décider sur l'instant. Il faut savoir esquiver, défendre, puis attaquer l'ennemi. Une fois que les soldats ont la maîtrise de leurs armes en combat rapproché, la touche finale consiste en pratiques connexes effectuées dans des conditions proches de celles du front. L'esprit de décision et la possibilité d'utiliser toute forme de combat rapproché sont mis en place grâce à une vision claire et bien définie d'une surface de combat et à des jeux de rôle inventifs. Voici quelques conseils. Instructeur, voyez comment vous pouvez tirer profit des différentes options qui vous sont offertes.
Par son entraînement, le soldat allemand est supérieur à tout ennemi lors de combats rapprochés. Confiants, sûrs de leurs aptitudes en tant que soldats, ces hommes avancent encore vers le front. Ils se distinguent par leur ambition, leurs aptitudes physiques et la maîtrise totale de leurs armes. Ils défieront tout ennemi. Dans la région d'Orel, la bataille gagne de plus en plus de sections du front entre Orel et Bielgorod. Les renforts arrivent en colonnes ininterrompues. Le Feldmaréchal Klug, commandant en chef d'un groupe d'armées allemand. Les bolcheviks attaquent. Dans le secteur d'Orel, ils engagent un nombre important de troupes et de matériel pour tenter de soulager leur front dans la zone de Bielgorod. Une ligne de communication endommagée est immédiatement réparée. Le soldat allemand attend. Pendant de longues heures, l'ennemi bolchevique martèle nos positions à l'aide de canons de tout calibre. Mais alors que l'infanterie soviétique charge sur nos lignes, nos mitrailleuses se frayent un chemin à travers leurs rangs. Avec leurs innombrables tubes, nos batteries ripostent aux tirs soviétiques. L'ennemi est privé du succès. Les escadres de notre Luftwaffe sont en action de jour comme de nuit. Les équipages et le personnel au sol travaillent sans relâche. En formation serrée, ils se rapprochent de l'ennemi. Les soutes à bombes sont bien remplies. Jamais auparavant des attaques aériennes aussi lourdes n'avaient été lancées. Les bombes pleuvent sur les concentrations soviétiques bien camouflées de part et d'autre de la route. Sur une crête ayant un système défensif sophistiqué. Le secteur de Bielgorod. Armés de lance-roquettes, nos unités effectuent une nouvelle poussée. Une division de panzer de la Waffen-SS attend l'ordre d'attaquer. Avions soviétiques. Aux abris. Nos chasseurs vrombissent. Un bolchevique est abattu. Le parachute du pilote s'est mis en torche.
Une dernière salve. C'est une des nôtres. Le bataillon de grenadiers sort des tranchées. En unité individuelle d'assaut, ils font leur chemin jusqu'aux positions ennemies, les attaquant de face et sur les flancs. Accompagnant les grenadiers, les armes lourdes pilonnent implacablement l'ennemi. La bataille d'Orel et de Bielgorod est devenue un rude banc d'essai pour tous les types d'armes. Une ambulance blindée ramène les victimes. Une fois encore, une unité de chars s'engage sur un large front. Les grenadiers suivent. L'attaque continue. Char soviétique en flammes. Celui-là explose. Lors des 2 premières semaines de cette gigantesque bataille, pas moins de 4300 véhicules blindés ennemis ont été détruits ou capturés. Une courte pause au milieu du champ de bataille. Position soviétique écrasée et nettoyée. De part et d'autre de la route, des scènes d'intense destruction. Les pertes soviétiques sont incroyablement élevées. Lance-roquettes saisi. Le nombre des prisonniers augmente sans cesse. Ils rejoignent l'arrière en formant de longues colonnes. Le déploiement rapide de troupes de réserve fraîches consolide et accroît les succès. Survol de l'avant-garde des blindés. Sur la gauche, les positions soviétiques écrasées il y a quelques heures. Les forces se concentrent à nouveau pour une nouvelle offensive. Le général Model avec ses chars. Attention, attaque aérienne ennemie. Dispersez-vous.
autre bolchevique est abattu. L'avion s'est désintégré. Nos pionniers installent un pont à l'aide d'équipements spéciaux. Ces bolcheviks ont été nettoyés. Ils se rendent. Nos chars traversent avant même que le pont ne soit terminé. Attaque de chars ennemis. Rapport à l'arrière. Des canons anti-chars motorisés très mobiles effectuent les premières percées au sein des rangs ennemis. On voit les chars soviétiques en flammes à l'horizon. Nos grenadiers avancent maintenant. De nombreux Shtuka se joignent à l'attaque. La contre-attaque soviétique ne parvient pas à se développer. Les soldats soviétiques blessés et capturés croisent le chemin de nos chars. La bataille continue. Rapport des fronts de la guerre patriotique. Kharkov libéré. 23 août. Le ciel au-dessus de Kharkov reflète de toutes parts la lueur des incendies. Dans la nuit, alors qu'ils battaient en retraite, les Allemands ont mis le feu à la ville. Les incendiaires détruisirent les plus beaux bâtiments de Kharkov. Voici Kharkov, tel que l'ont vu nos unités de tête qui s'engouffrèrent dans la ville.
Les preuves des destructions sont visibles dans toutes les rues. Nos sapeurs trouvèrent des dispositifs de TNT dans l'Institut Polytechnique d'Ukraine. Les Allemands avaient prévu de faire exploser cet important bâtiment qui abritait les laboratoires mondialement connus pour avoir réalisé les essais de la fission de l'atome. Les troupes du front de la steppe ont pénétré dans la ville. Partout, dans toutes les rues, les habitants ont souhaité la bienvenue aux soldats de l'armée rouge. Le jour de la libération de Kharkov est un jour heureux pour le peuple soviétique. Le général Koniev, commandant du front de la steppe. Le soviet des ouvriers de Kharkov a repris ses travaux. Les premiers journaux soviétiques sont distribués. La vérité y est exprimée dans la langue maternelle. Radianska Ukraina, journal qui vient de sortir, contient l'ordre du commandant suprême à la suite de la victoire de Kharkov. Que tout ce qui est lié au jour sombre de l'occupation allemande disparaisse. La deuxième capitale d'Ukraine, notre Kharkov, a été libérée. Le 30 août, les ouvriers de Kharkov participaient à une réunion. Zhukov, maréchal de l'Union soviétique. Le général d'armée Koniev, Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev, commissaire du parti bolchevique ukrainien. Nous avons vaincu, mais nous n'avons pas encore détruit l'ennemi, déclara Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev. Nous devons maintenant libérer la capitale ukrainienne, notre belle ville de Kiev. Nous devons rassembler nos forces sous le drapeau qui nous a apporté la victoire. Allons vers l'ouest, allons défendre l'Ukraine.